Nous avons souvent tendance à dire que l'histoire est un perpétuel recommencement. Voilà pourquoi Anthologie est là pour vous servir. Anthologie, c'est votre nouveau podcast qui raconte l'histoire avec un grand H à portée de tous. Des mots simples, des situations simples, mais nous allons quand même remonter le temps à de nombreuses reprises pendant l'émission, que ce soit pour raconter l'actualité de la semaine, pour revenir sur un événement majeur de notre histoire ou de celle des autres, mais également savoir qu'est-ce qu'il s'est passé à la date précise du jour, il y a des années auparavant. Vous l'avez compris, beaucoup de choses nous attendent. Bienvenue dans Anthologie, générique. Et cette semaine dans Anthologie, la saga story reviendra sur la suite de la Bastille, cette si célèbre inconnue en fin d'émission. Vous verrez avant cela le journal de l'histoire au quotidien avec les 3 informations de la semaine à retenir et leur origine dans le temps. Mais tout de suite, nous remontons le temps. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a un an, il y a un siècle, et de retour cette semaine. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 février 2022. Et sachez que nous avons déjà passé un cap. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est officiellement le 50e jour de l'année. Vous prenez toutes les années possibles, ça ne change pas, le 50e jour tombe le 19 février, mais que s'est-il passé de si important que ça à tous les 50e jours des années précédentes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est un 19 février 1919 que Georges Clemenceau, surnommé le Tigre, et à ce moment-là président du Conseil des ministres, est victime d'un attentat. Alors qu'il est en route pour justement le ministère de la guerre, un jeune anarchiste de 23 ans tire pas moins de 9 balles dans sa voiture. Une seule atteindra Clemenceau, tout juste entre les 2 poumons. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, le Tigre s'en remettra et vivra par ailleurs toute sa vie avec cette balle au beau milieu de la poitrine. Qu'est devenu le cercueil du maréchal Pétain, disparu hier de la tombe où il reposait à l'Île-Dieu. On sait que depuis sa mort, en 1951, la translation à Douaumont de la dépouille de l'ex-chef de l'État français avait souvent été demandée par la famille et des fidèles du maréchal, pour lesquels il était normal que le héros de Verdun repose au milieu des soldats qu'il avait commandés. Cette demande avait soulevé l'indignation, notamment des résistants et des déportés. L'enlèvement du cercueil du maréchal, sans doute préparé de longue main par un commando, a provoqué l'indignation. Pour le moment, on ignore où se trouve le corps du maréchal Pétain. Il ne serait pas en tout cas au cimetière de Douaumont. Et oui, quelle étonnante question. Dans la nuit du 18 au 19 février 1973, le cercueil du maréchal Pétain se volatilise du cimetière d'où il repose sur l'Île-Dieu. Les médias s'emparent de l'affaire, pas autant que les autorités bien sûr, qui entrent dans une course contre la montre pour retrouver le cercueil. Après 3 jours d'enquête, ce dernier est retrouvé en banlieue parisienne avant d'être ramené à bon port. Politique, toujours royauté plutôt, puisqu'elle a fêté son jubilé il y a quelques jours, on en parlait la semaine dernière, c'est évidemment la reine Elisabeth II qui a donné naissance à son second fils, le prince Andrew de Grande-Bretagne, qui est né le 19 février 1960, le petit frère donc de Charles, et qui, pour la petite anecdote, est 9e dans l'ordre de succession au trône britannique, en passant bien sûr après Charles, mais aussi après William et ses enfants, et Harry et ses enfants. Autrement dit, la couronne, c'est pas pour tout de suite pour Andrew. Autre anniversaire, mais dans un nouveau style, et vous allez bien voir que le mot n'a pas été choisi par hasard. À quoi ressemble la tenue d'un dimanche glandouille vision Karl Lagerfeld? Je suis comme Lady Gaga, la discipline 24 heures sur 24. Le 19 février 2019, il y a maintenant 3 ans, l'icône du siècle de la mode s'est éteint à l'hôpital américain de Neuilly des suites d'un cancer de la prostate. Il s'agit bien sûr, vous l'avez certainement reconnu, de Karl Lagerfeld. Son style inimitable, son accent bien à lui et ses talents de créateur resteront à jamais marqués dans les esprits, et fait incroyable sur son inhumation, la moitié de ses cendres ont été mêlées à celles de sa mère et le reste, avec son compagnon Jacques de Bacher,
dans un endroit tenu secret encore 3 ans plus tard. Il y a un an, il y a un siècle, reviendra la semaine prochaine dans Anthologie, évidemment, mais nous passons tout de suite au journal de l'histoire au quotidien. Et pour démarrer, nous partons vendredi. Après 11 jours de procès où il n'a cessé de répéter que la mort de Maëlys avait été accidentelle, Nordal Lelandais a donc décidé d'avouer le meurtre de la petite fille. Hier soir, la séance était sur le point d'être suspendue pour le week-end quand l'accusé est passé aux aveux. C'est un coup de théâtre que nous n'attendions plus, alors que se déroule depuis le 31 janvier dernier le procès mettant en cause Nordal Lelandais dans l'affaire Maëlys. Ce dernier a enfin avoué tous les faits qui lui étaient reprochés, après avoir tout nié en bloc et mis sur cause accidentelle. Nous revenons sur cette tragique histoire ce soir. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août 2017, Maëlys, qui était conviée avec sa famille à un mariage, disparaissait en pleine nuit aux alentours de 2h du matin. Introuvable, l'enquête commence pour découvrir tout ce qu'il s'est passé. Au cours des investigations, les caméras de surveillance vont tracer Nordal Lelandais, que l'on trouve avec Maëlys dans sa voiture. Il reviendra sans elle. Entre fin novembre 2017 et début 2018, il est mis en examen pour séquestration et meurtre et révélera qu'il a tué accidentellement Maëlys avant de donner l'emplacement de son corps. Ce procès, initialement prévu pour 2020, était extrêmement attendu de tous, notamment des parents de Maëlys et de son père qui disaient sur RTL qu'ils comptaient bien entendre toute la vérité. Il y a eu des moments durs durant cette première semaine de procès. Je dirais que ça a toujours été très dur. Il cherche à être sympathique, il veut se faire passer pour une victime à cause de la drogue, de l'alcool. Il n'a pas d'empathie, il a trompé tout le monde. C'est un individu qui doit rester en prison, isolé de la société. Et chercher à comprendre ce qui se passe dans sa tête, ça en vaut pas la peine. Il veut pas démordre qu'il l'a pas agressé sexuellement, Maëlys. J'ai cette colère et de me dire, cet homme-là ne changera jamais, quoi. Au bout de 4 ans, pour moi, il n'a pas d'âme ni de cœur. Mais oui, je compte bien lui dire tout le mal qu'il a fait en pensant à Maëlys. Je sais qu'elle est présente avec nous pour ce combat. C'est elle qui nous donne la force. Je suis persuadé qu'il a abusé sexuellement de Maëlys, oui. J'espère peut-être qu'il avouera. Et s'il pouvait libérer sa conscience, ça serait une grande chose pour lui. Hier, lors du dernier jour du procès, le meurtrier a reconnu une nouvelle fois tous les faits qui lui étaient reprochés, tout en réaffirmant ses excuses à la famille de Maëlys. Des excuses plus que dures à encaisser pour les parents de Maëlys. On passe à lundi. Je vous le disais en titre, 7 morts, dont 2 enfants et plusieurs blessés. Le bilan encore provisoire d'un dramatique incendie dans un immeuble de Saint-Laurent-de-la-Salanque en Occitanie. Le feu s'est déclaré dans la nuit après une explosion. Gérald Darmanin est attendu sur place. C'est un terrible drame qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi dernier, où aux alentours d'1h30 du matin, une violente explosion a eu lieu dans la ville de Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales. Un immeuble s'est retrouvé complètement soufflé, touchant les 2 immeubles qui le bordaient, l'épicerie en son rez-de-chaussée, et même l'immeuble se trouvant en face de l'autre côté de la rue s'est retrouvé endommagé. Cette explosion a donné lieu ensuite, en pleine nuit, à un très violent incendie qu'ont combattu les pompiers jusqu'au petit matin. Le bilan s'élève aujourd'hui à 8 morts et une trentaine de personnes qui ont été blessées ou intoxiquées par les fumées se dégageant des immeubles. Ce drame est considéré comme l'un des plus violents depuis les 10 dernières années. Une enquête pour incendie volontaire a été ouverte par le parquet de Perpignan pour déterminer les circonstances de cette mystérieuse et violente explosion dont nous n'avons toujours pas aujourd'hui les causes. On passe à mardi. Qu'est-ce qu'on l'attendait, ce match, n'est-ce pas alors ? C'est clair. Il y a eu le tirage au sort il y a 2 mois, on était sur des comptes à rebours avec des J-20, J-15, on est passé en H, on est à H-1, un tout petit peu plus d'1 heure avant ce match le plus attendu de ce début d'année 2022, ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. C'était l'événement sportif de la semaine, si ce n'est du mois, voire de l'année, et c'était ce mardi, en ouverture des 8e de finale de l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain recevait sur son terrain le Real de Madrid pour un match des plus attendus
à tout point. Entre autres la première de Léo Messi face à son ancienne équipe en Ligue des Champions. Il y avait aussi tous les regards braqués sur Kylian Mbappé qui laisse encore planer le doute quant à son avenir, qui pourrait justement se diriger de l'autre côté de la pelouse vers le Real. Alors ce fut un match de titan, une finale avant l'heure qui a tenu le monde en haleine jusqu'aux dernières secondes où le prodige Mbappé justement donna la victoire à son équipe parisienne pendant les minutes de temps additionnels, la 94e minute, quasiment à une minute de la fin donc, donnant l'avantage à Paris. L'avantage seulement, pas la victoire encore, pour le savoir. Le rendez-vous c'est pour le match retour qui aura lieu cette fois-ci en plein cœur de Madrid, le 9 mars prochain, pour savoir lesquelles de ces deux légendes s'envoleront vers les quarts de finale. Le rendez-vous est pris. Et le rendez-vous du prochain journal de l'histoire au quotidien, ce sera samedi prochain dans Anthologie. Je vous y attends déjà. Mais pour l'heure, voici votre saga story. Elle va clôturer celle de la semaine dernière, c'était avec la Bastille, cette si célèbre inconnue. Nous vous avions conté l'origine de cette prison si célèbre. Eh bien, nous allons partir vers la suite et fin de son histoire, de la Révolution à aujourd'hui. Qu'est devenue la Bastille? Réponse maintenant dans la saga story. La semaine dernière, votre story d'anthologie revenait sur les débuts et la naissance d'un monument de l'histoire française, la prison de la Bastille. Tantôt porte de protection parisienne avant de devenir une réelle forteresse, puis la prison que l'on connaît tous, cette institution aux plusieurs facettes fascine encore, et c'est pourtant lors de son jour le plus funeste qu'elle deviendra définitivement inclassable parmi les légendes de France. Voici la deuxième partie de notre story consacrée à la Bastille. En 1789, le 14 juillet, les 7 prisonniers détenus à la Bastille ce jour-là entendent gronder dans Paris au petit matin. Évidemment, personne ne s'attend à ce que cette journée devienne l'une des plus importantes de notre histoire avec un grand H. Le roi Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette font couler peu à peu le royaume, et le pays croule sous les dettes à cause des dépenses inconscientes de la cour à Versailles. Je ne vous l'apprends pas, quand on dépense à tort et à travers, il faut mieux avoir les fonds nécessaires. Et au XVIIIe siècle, les fonds, on sait où les trouver, c'est à travers les impôts. La France est alors composée de 98% de paysans, plutôt pauvres, qui travaillent toute leur vie dans de terribles conditions pour n'avoir qu'une seule chose, la misère comme gain. Et d'ailleurs, l'espérance de vie des gens dépassait rarement les 30 ans. Nous étions plutôt entre 24 et 26 ans. Les impôts, toujours plus conséquents, les insupportables taxes qui bloquent absolument tout le monde, un très mauvais été 1788 et un rude hiver rendent les denrées rares en 1789. C'en est trop pour les Parisiens qui prennent les armes en ce mardi 14 juillet en allant les chercher aux Invalides. Alors à l'époque, les armes ne fonctionnent pas sans poudre à canon et sans munitions, mais ces effectifs sont trouvables dans un endroit à Paris, vous m'avez vu venir, direction la Bastille. Voilà pourquoi la foule se masse devant la prison et démarre là le combat. Les Parisiens font face à une centaine de soldats venant de la Bastille, mais ces soldats ne font absolument pas le poids. Le gouverneur de la Bastille, Bernard-René Jourdan de Launay, fera les frais de ce début de révolution et sera d'ailleurs tué en plein Paris. La prison est officiellement aux mains des Parisiens. C'est donc la prise de la Bastille. Et les gagnants du jour sont bel et bien les 7 prisonniers qui sont libérés suite à l'invasion du peuple, ainsi que tous les Parisiens. Ils ont la Bastille entre les mains. Et le perdant ce jour-là, c'est le roi Louis XVI. Prendre la Bastille, c'est investir l'un des plus grands symboles du pouvoir du roi. Et ça a fonctionné.
Au soir du 14 juillet et après une rude journée de combat, les Parisiens marchent sur la Bastille comme ils marchent sur la couronne. Vous avez peut-être entendu cette légende qui veut que la Bastille fut démolie au soir de cette première révolution. Mais en réalité, à la nuit tombée, la prison est toujours intacte. C'est en réalité dès le lendemain que commence la démolition de la forteresse à 8 tours, et ce processus ne durera pas moins de 17 ans. Et oui, on passe d'une légende qui veut que la Bastille soit démolie en un seul jour, mais en réalité, c'est en 1806 que la Bastille n'est officiellement plus. Alors il reste encore quelques vestiges de la Bastille encore visibles aujourd'hui dans Paris. Suivez le guide. Commençons par le commencement et l'actuelle place de la Bastille dont nous avons un petit peu parlé la semaine dernière. Là où on trouve d'ailleurs la colonne de Juillet, qui n'a absolument rien à voir avec cet événement de la Bastille. C'est à cette même place de la Bastille qu'ont été guillotinées d'ailleurs 75 personnes sur les pavés. Ils n'ont pas tous été guillotinés ici. Par exemple, le roi l'a été place de la Révolution. Alors aujourd'hui, cette place de la Bastille, elle nous laisse encore des pavés. On les voit dans la rue et ils forment, si vous regardez bien en fait, le tour de la prison. Ce sont les premiers témoins que la prison était bel et bien ici. Les pavés sont donc d'époque et sont toujours là en 2022. De nombreuses pierres ont été gardées de la Bastille lors de cette démolition, parmi lesquelles beaucoup ont été utilisées pour reproduire en version miniature des maquettes de la prison. Mais c'est dans un parc parisien que l'on trouve l'un des plus grands témoins de cette histoire. C'est au square parisien Henri Galli qu'ont été déposés des restes de murs de la Bastille, plus précisément de la base de cette fameuse tour de la Liberté dont nous avons déjà parlé l'autre fois, retrouvée pendant la construction du métro parisien. En creusant les fondations de la ligne 1 du métro parisien, qui existe évidemment toujours aujourd'hui, les fondations de la Bastille ont été pour certaines retrouvées, dont celle de cette fameuse tour de la Liberté. Et donc, ils ont été transportés, ces quelques murs qui restent, au square Henri Galli, comme je le disais juste avant, en mémoire de ce 14 juillet, et de cette découverte, pour le moins surprenante pendant l'installation de la ligne 1. Vous l'avez donc compris, la Bastille c'est un vrai bout de l'histoire française, beaucoup plus importante que vous ne le pensiez peut-être. Présente pendant presque 5 siècles, elle est restée comme le symbole de la royauté et de son pouvoir, et depuis 1789, le symbole de sa chute préprogrammée et de ce pouvoir si inégalitaire que les Parisiens ont décidé de combattre. Ce sera d'ailleurs le début de la fin des royaumes en France évidemment, et la prise de la Bastille n'est qu'un bout de la Révolution française, une première partie, un before, un avant-goût, puisque la Révolution française durera pas moins de 10 années, au cours desquelles beaucoup d'événements vont se produire, événements que l'on aura peut-être l'occasion de raconter dans une nouvelle saga. Et bien voilà, Anthologie c'est terminé pour aujourd'hui, j'ai été ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Le rendez-vous maintenant, vous le connaissez, c'est tous les samedis matins. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec le début d'une toute nouvelle story et toujours plus d'informations. L'histoire à portée de tous, c'est Anthologie, c'est la semaine prochaine, on se retrouvera dans les experts vendredi également. D'ici là évidemment pas de sexe sans latex. Ciao tout le monde.